Alors, comme vous le voyez, nous abordons aujourd'hui, dans ce 6e cours, le livre 3, les détournements. Et comme les fois précédentes, nous attacherons plutôt à l'utilisation et à la réutilisation des poèmes, comme vous allez le voir, et c'est ce qui explique le terme de détournement. Et aussi, nous verrons aussi la façon dont les épisodes s'enchaînent, à la fois dans le livre 3 et dans l'ensemble de l'ouvrage. Enfin, tout ça, c'est très rapide. Mais ça sera le dernier cours où je suivrai de façon linéaire le déroulement des livres, puisque nous n'avons que 13 cours, avec le cours de conclusion, si bien que les 2 prochains cours seront consacrés au livre 6, où il y a une abondance de poèmes, il y a 15 wakas, et au livre 8, où il y en a 26. Ça sera vraiment le cœur de notre cours. La 11e leçon traitera des 14 poèmes en sino-japonais qui sont au livre 8. Et donc, c'est le dernier cours qui suit le déroulement linéaire. Je pense qu'avec ça, nous aurons compris plus ou moins comment fonctionne quelle était une partie des intentions qui ont présidé à la compilation du Senjusho. Et cela nous donnera aussi l'occasion de voir les narrations directes de Saigyo aujourd'hui, un bon exemple de ce qui se fera dans le reste du texte. Alors, nous allons tout de suite voir le premier épisode de ce 3e livre, qui porte pour titre le nom du personnage principal. Je pense qu'il apparaît quelque part dans le texte que je vous donnerai, Kembutsu Shonin, littéralement le saint Kami no Shito, n'est-ce pas, qui regarde, qui contemple le Bouddha, qui a la vision du Bouddha, et qui est un moine qui a effectivement existé, qui chevauche le XIIe et XIIIe siècle, et dont la biographie figure dans le Genko Shakusho. Comme je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je vous donne très rapide ici quelques indications sur l'une des sources principales du bouddhisme japonais médiéval, compilée par un moine de l'école Zen, de l'école Ninzai, Kokan Shiren, que vous trouvez dans le Dainihon Bukkyo Zensho. Enfin, je le donne ici parce que vous verrez qu'il y a quelque chose qui concerne notre narration dans le Genko Shakusho. Et ce Genko Shakusho donne la biographie donc, de Kembutsu Shonin et aussi mentionne la rencontre avec Saigyo, ce qui est assez intéressant. Et nous verrons qu'il y a suffisamment d'éléments dans cette notice pour nous demander quelle est la relation entre le Genko Shakusho et cet épisode du Senjusho. Et vous allez voir qu'il y a un aspect presque des descriptions très réalistes qui sont donc censées être du fait de Saigyo, qui donnent une certaine couleur réelle, factuelle à cette rencontre. Alors nous donnons le début du récit pour en avoir une idée, n'est-ce pas? Et alors vous voyez qu'il commence par initier. Et je vous ai déjà dit plusieurs fois, j'ai fait plusieurs fois allusion à la grille temporelle qui est utilisée au début de chaque épisode, de chaque koto du Senjusho. Initié, donc, nous pourrions traduire par le passé, mais nous avons aussi mukashi, qui veut dire autrefois, par le passé, mais par mon passé. Donc, il y a longtemps, je propose de traduire ça par il y a longtemps de cela, ce qui indique que la narration va avoir un rapport avec Saigyo lui-même, n'est-ce pas ça? Saigyo est directement le protagoniste de la narration. Donc, il y a longtemps de cela, Allo Shijiri Totomonai Habelite, avec un saint homme, accompagné d'un saint homme. Alors, nous avons déjà vu le sens de Hijiri, n'est-ce pas? Saint thaumaturge, le saint qui avait des pouvoirs. Et le saint homme en question, c'est une espèce d'ombre de Saigyo dans le récit. C'est ce Saigyo que vous avez ici, n'est-ce pas? Nishinisumu, celui qui demeure à l'ouest, c'est-à-dire dans la terre pure d'Amida,
Et et vous allez voir qu'il n'apparaît qu'au début et que dans la suite du texte, dans la suite de cette narration, il n'a plus aucune importance. Et même vous allez voir que la rencontre qui va se dérouler implique quasiment qu'il n'y a personne d'autre que Saigyo avec le héros de l'épisode, avec Kembutsu Shonin. Mais voilà, donc alors ce Saigyo, c'est quelqu'un qui... Enfin, il y a un Saiju qui a existé. Nous avons 4 poèmes de lui dans le Senzaishu, n'est-ce pas? Mais à part ça, on connaît très peu. Il y a pas mal d'études à ce sujet, mais comme vous le voyez, il n'y a pas grande importance ici. Donc, en compagnie d'un saint homme, je m'étais porté... Alors, vous voyez qu'il y a une sorte de jeu de mots. Koshiji no katae koe haberiki. Je m'étais porté, j'avais dépassé vers la direction de Koshi, donc Kosu, n'est-ce pas, c'est-à-dire la province. Vous voyez que c'est le verbe Koedu, enfin en moderne Koedu et Kosu est de la même origine, donc il y a un jeu de mots, un rappel. Je m'étais porté donc vers la direction de Koshi, c'est-à-dire le Hokuriku, le nord-ouest du Japon, et nous trouvâmes un endroit singulièrement attrayant, Kotoni Omoshiroku Oboeru Tokoro Haberi. Nous trouvâmes un endroit singulièrement attrayant dans la région de Inayatsu, dans la péninsule de Noto no Kuni, donc la péninsule de Noto qui est dans cette petite protubérance que nous avons justement au nord-ouest, n'est-ce pas? Parce que vous allez voir qu'il y a une sorte de symétrie entre le nord-ouest et le nord-est. Donc nous trouvâmes un endroit singulièrement attrayant dans la région de Inayatsu, en la péninsule de Noto no Kuni, où montagnes et mers se rencontraient. C'est pas Majiwarite. Loin de tout village, ce n'était que falaises escarpées et rochers abrupts. Un site avait singulièrement attiré mon attention. Vous voyez que je dis mon attention, ça va être notre attention parce que Saiju n'est plus là, n'est-ce pas? Et tandis que j'avais suspendu ma marche pour l'admirer, j'aperçus sur une légère élévation du rivage, vous voyez, Kishi, sonokoto to naku, sobie agarite. Une légère élévation du rivage, donc c'est très concret, où les arbres poussaient d'importance, une grotte remarquable. Iwaya no medetaki, miyumeri. Le meri, le suffixe meri, n'est-ce pas, qui est le suffixe l'évidentiel, n'est-ce pas, il le voit de ses yeux. Pris de curiosité, je m'approchais en hâte. Un religieux était assis là, en méditation, sous-entendu, voyez, Yosoji Bakari no So Zashite Haberi, le fait d'être assis implique la méditation. Était assis là en méditation, un religieux d'une 40aine d'années. Le moine était tourné vers le sud, face à la mer. Saigyo, qui a l'habitude des méditants, nous donne son impression. Il semblait plongé en une méditation singulièrement sereine. Alors, évidemment, je vous donne le texte, je ne l'ai pas dit, mais je vous le lis parce qu'il est important à cause d'un mot. Kotoni kokoro mo sumite. Imaso karigeni haberiki. Donc, kokoro no sumu. Sumu, vous voyez que vous avez. D'ailleurs, il y a même le rappel de Saiju. Il est avec Saiju, n'est-ce pas, qui s'écrit avec le caractère sumu. Sumu veut dire demeurer, mais aussi purifier, et implique l'état de kokoro no sumu. C'est le cœur, la pensée purifiée par la méditation, et qui est donc tout à fait tranquille, n'est-ce pas? Apaisé. Et vous allez voir que ce sumu va tout de suite jouer un rôle, et non seulement dans ce récit, mais dans celui qui va suivre. Donc la première impression de Saigyo, c'est ce kokoro na sumu. Il ajoute que le méditant était fort sobrement et légèrement vêtu, très peu vêtu, donc indice de la qualité de son ascèse. Mais nous devons donc, comme je vous l'ai dit, prendre avant tout au garde de sumu,
au verbe sumu qui apparaît ici et qui nous donne la clé de l'échange qui va s'en suivre. Saigyo se sent pris d'un attrait irrésistible, Natsukashiku oboete, devant ce spectacle de méditation accomplie. Et c'est le terme de sumu qui revient dans sa question sous une autre forme qui va nous entraîner vers d'autres associations. Il lui demande en effet d'où il vient. Et si le site lui a semblé à ce point idéal pour qu'il le choisisse comme comme lieu de méditation. Et vous voyez qu'il est écrit ici Sumi Yoshi to Obosuran. C'est sans doute que vous avez eu l'impression que c'était propice à résider, à méditer, à se purifier. Les trois nuances sont incluses dans ce verbe. Et évidemment, tout le monde l'aura compris, Sumiyoshi, c'est le sanctuaire de Sumiyoshi, le sanctuaire d'Osaka, n'est-ce pas? On se souviendra du cours d'il y a 3 ans, où nous avions plusieurs fois souligné que le sanctuaire de Sumiyoshi, dans la province de Naniwa, c'est-à-dire la région d'Osaka, et qui est à présent absorbée par la ville d'Osaka, honore un dieu dont la forme bouddhisée, le Sumiyoshi Myojin, Daimyojin, est considéré comme l'un des 3 dieux du waka. Ce n'est pas la peine de parler des autres, sinon Kitano Tenjin, qui était bien sûr Michizane. Donc, Sumiyoshi égale waka, en quelque sorte. C'est donc Saigyo qui introduit dans la conversation, à partir de sa première impression sur la qualité de la méditation du moine, Kokoro mo Sumite, le toponyme poétique, qui va entraîner la suite. Le méditant est cette fois appelé Hijiri. Il a commencé par s'appeler So, vous avez vu, le religieux, le moine, et la narration change de ton et l'appelle Hijiri. Et Saigyo l'appelle Hijiri. Donc le méditant, qualifié cette fois de Hijiri, ne laisse bien sûr pas passer l'occasion avec Sumiyoshi. Et avec un léger sourire, Skoshi hohoe mitamaite, il prononce ce poème Naniwagata muratatsu matsumo mienu ura o koko Sumiyoshi to tareka omowam. En cette plage où ne se voit nul bosquet de pins, comme en Naniwa, qui donc irait penser à Sumiyoshi? Alors évidemment, qui donc irait penser à Sumiyoshi ou bien à être à l'aise, à être en bonne méditation? Vous remarquez que tout à l'heure, Saigyo avait dit qu'il y avait des arbres qui poussaient de façon abondante. Yoshi adite, le contraire de Yoshinaku. Donc il y en avait en conséquence, à prendre en considération. Donc malgré cela, et alors Naniwagata, Muratatsu Matsumo, Mienu, Naniwagata, vous connaissez le jeu de mots, n'est-ce pas, de Naniwa, Naniwa, Naniha, Nanimo, Nanigatamo, n'est-ce pas, le Naniwa, la baie de Naniwa joue avec ce qu'on pourrait appeler l'interrogatif Nani, donc en quelque direction que l'on regarde Naniwagata, Mienu, n'est-ce pas? Donc Naniwagata renforce Mienu. Dans la phrase précédente, dans la phrase de Saigyo, nous avions Kidomora Yoshi Arite Oite, des arbres. Il n'avait pas précisé que c'était des pins, donc on peut toujours se demander ce que c'était, mais le Hijiri devait estimer que les arbres qui poussaient là ne pouvaient se comparer avec ceux de Sumiyoshi. Quoi qu'il en soit, Saigyo est ému de la modestie de sa réponse. Ce n'est ni Sumiyoshi, ni une méditation sereine et purifiée. Il répond aussitôt par un poème qui malheureusement ne figure pas dans son recueil, donc on peut penser que c'est un poème apocryphe, mais on y retrouve des vers épars de ci, de là, dans les poèmes dûment enregistrés comme les siens, qui pourraient faire penser que le poème que Saigyo va nous dire est une sorte de santon, n'est-ce pas, un ouvrage, un texte fait de briques et de brocs, pour rappeler quand même le style de Saigyo. Voici ce poème.
Matsugane no Kishiutsunami ni arawarete, Koko Sumiyoshi to omou bakarizo. Alors là aussi, vous avez bien sûr, comme d'habitude, des empilements de sens qui vont être difficiles, dont nous devons, dans la traduction, n'en garder que quelques-uns et que nous sommes obligés d'expliquer après. Alors, aux vagues battant la rive, les racines des pins sont enfin lavées. Et en même temps, dans le même mot, et vous apparaissez à la Walete. Je ne peux que penser qu'ici, nous sommes à Sumiyoshi. Bien sûr, le poème se présente encore comme un subtil agencement de double sens et résonne en plus avec le précédent. Nous voyons qu'en son milieu, dans les wakas, le vers du milieu est particulièrement important, et je dirais aussi que le vers du début et le vers de la fin. Il ne nous reste plus grand-chose comme vers peu important, mais le vers du milieu est vraiment le pivot, et vous allez voir même qu'il l'est doublement puisqu'il répond au poème précédent. Donc, dans ce milieu se trouve le verbe arawarete, qui est central. C'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il est au milieu. Il signifie en premier lieu, comme l'indique de façon immédiate le contexte, laver, n'est-ce pas? Namini arawarete, lavé par les vagues. L'image est évidente, les vagues battent et lavent la rive. Nous avons avec Matsugane no un makura kotoba, un mot oreiller bien connu dans la poésie, qui indique la longueur, le fait le non interrompu, puisque les racines des pins sont superficielles et s'étendent au loin. Donc, c'est souvent, et comme vous savez que matsu, le substantif matsu, le pain, est homophone du verbe matsu, attendre, le matsugane no, vous avez souvent une répétition du verbe matsu après. Je l'ai attendu comme les racines de pain, c'est-à-dire dans un temps très long, très dilué. Donc nous pouvons prendre, bien sûr, naturellement, arau au sens figuré, en raison du verbe sumu, n'est-ce pas, dont le sens premier est purifié. Donc c'est laver et purifier. Mais se glisse ici une nuance plus précise, qui semble avoir échappé aux commentateurs, et que ceux qui ont suivi les années précédentes retrouveront sans peine. Dans ne, la racine, matsugane, ce terme ne est la lecture explicative, la lecture kun du caractère kon, n'est-ce pas, la racine, qui a un sens, c'est un terme qui a un sens bien précis dans le bouddhisme, le sens de sens, justement, c'est-à-dire l'organe des sens, les facultés sensorielles, n'est-ce pas, qui traduit le sanskrit indriya. C'est-à-dire que ne, c'est aussi rokon, n'est-ce pas, gennibi zeshinni, c'est-à-dire les cinq sens que nous partageons avec les Japonais et les bouddhistes, et puis un sixième sens défini par les bouddhistes, qui est le sens, la conscience elle-même, le sixième et dernier sens. Donc nous avons vu naguère, je ne les répéterai pas ici puisque nous n'avons vraiment pas le temps, plusieurs poèmes présentant de façon indubitable cette signification, Mutsunone, les six sens. Rokkon est traduit dans certains shakkyoka, dans certains poèmes bouddhiques, par Mutsunone, ce qui ne veut pas dire les six racines, enfin au sens figuré en tout cas, ce sont les six sens. Et ce sont ces sens qui sont ces facultés sensorielles que l'on traîne au long des renaissances. Le Matsugane no ne. Vous voyez que, comme il arrive souvent, le dernier mot est à prendre dans le sens de la locution et son sens propre. Ce sont ces sens, ces facultés sensorielles qui n'en finissent pas. Matsugane no est souvent explicité comme tayuru koto naku. Nous comprenons alors le premier sens de Sumiyoshi. Les sens sont purifiés, les facultés sensorielles sont purifiées, et nous sommes bien en un lieu de méditation qui s'appelle, en tout bien fondé de ce nom, le bon en pureté, le bon, l'apte à purifier, Sumiyoshi. Mais nous n'étonnerons personne en rappelant que le verbe central de ce poème a un autre sens décisif ici, arawaru, au sens d'apparaître, non pas le passif du verbe arau, mais le verbe actif, ça peut dire un transitif, arawaru, qui veut dire apparaître, se manifester, et comme vous le savez bien, en parlant d'un dieu. Ce n'est pas à la légère, alors, que le narrateur a tout d'abord parlé d'un moine, comme je vous l'ai dit, So,
pour ensuite changer son appellation, Hijiri, le moine thaumaturge, le moine au pouvoir surnaturel. À présent qu'il s'est purifié, sa vraie nature de ce moine est apparue, Arawarete, et c'est comme une divinité qu'il se manifeste, Arawado. Et pourquoi Saigyo le sait-il? Quelle est la preuve manifeste qui le lui fait dire? Quel est le tameshi, comme on dirait, n'est-ce pas, dans un poème japonais? Quelle est la preuve, le signe concret qui nous indique que c'est bien une apparition Arawade? C'est parce que juste avant, le Hijiri s'est conduit comme le dieu de Sumiyoshi et lui a accordé un poème. Le second poème fait référence au premier. Je sais bien que c'est Sumiyoshi. Omou Bakarizo, je ne peux que penser, parce que, Arawarete, vous êtes apparu en tant que dieu de Sumiyoshi. Ce que le moine a fait, ce que le Hijiri a fait, est une révélation poétique, un taksen, n'est-ce pas, un oracle, et c'est donc un jigen, un mot que nous avons souvent vu, n'est-ce pas, terme qui intervient dès le début du Senjusho. La grotte est le sanctuaire de Sumiyoshi parce que le dieu s'y est manifesté en révélant un poème, et la preuve est irréfutable, Omou Bakarizo. Qu'il faille bien comprendre le poème en ce sens hyperbolique, bien sûr, c'est tout à fait exagéré, qui semble d'ailleurs avoir échappé aux commentateurs, est confirmé par la réaction du récipiendaire. Le saint homme en parut fort diverti. Kono hijiri mo ito okashige ni imaso kariki. Je vous signale, malheureusement ce n'est pas systématique, alors j'ai mis en katakana, comme ici, kono hijiri, des caractères syllabiques qui n'apparaissent pas dans le texte que j'utilise, mais que je mets pour la communauté de lecture. Alors c'est un principe que j'ai suivi plus ou moins, mais ne vous étonnez pas de voir apparaître ces katakana de temps en temps, c'est simplement pour ceux qui seraient habitués à un texte plus délié. Donc, le saint homme en est très diverti. Cette réaction de connaisseur ne s'explique que s'il y a dans le poème un sens qui se distingue de ce que l'on entend d'ordinaire. En assimilant l'ermite au dieu de Sumiyoshi, Saigyo y va sans doute un peu fort, dira-t-on. Mais son poème est aussi un modèle de subtilité en ce qu'il répond au premier non seulement par le sens, mais aussi par sa structure. Car, si vous vous en souvenez, le poème du Hijiri, le premier poème, avait pour vers central les mots « plage où ne se voit », c'est pas « mienu uda ». Mienu uda. Or, le jeu de mots est fort courant de plage, c'est pas uda, comme pris dans le sens de intérieur, le dedans, ce qui ne se voit pas. C'est le sens que choisit de comprendre Saigyo dans ce poème de réponse, en quelque sorte. Il répond à mienu uda, l'intérieur qui ne se voit pas, par arawarete, ce qui se manifeste, donc le sens exactement contraire. Nous voyons ainsi en opération le sous-texte extraordinairement subtil qui caractérise l'utilisation non seulement des poèmes, mais aussi des simples mots dans le Senjusho. C'est une caractéristique de ce texte. Une opération qui est justifiée par la réputation même de Saigyo. Le compilateur, le rédacteur peut tout se permettre, puisque le personnage principal est l'un des génies poétiques les plus absolus du Japon, Saigyo. Alors, on peut comprendre, après cet échange, que la glace soit rompue. Saigyo se hardit donc jusqu'à demander au méditant qui il est, et s'il réside en permanence dans ces lieux, répétant le verbe sumu, au sens de résider cette fois. Le Hijiri répond qu'il est connu sous l'appellation de saint, du saint qui attend la lune à... je n'ai pas mis ici, je suis désolé. À Matsushima. Donc le saint qui attend la lune à Matsushima. Tsuki Matsushima no Hijiri Tokoso Yobai Habere. Je suis appelé, on m'appelle le saint, donc Tsuki o Matsushima, et bien sûr Matsushima, n'est-ce pas? Donc on attend la lune, l'île où l'on attend la lune, et Matsushima, donc le temple, le site et le temple qui est de l'autre côté, à l'opposé de Notohanto, puisqu'il est sur le Tohoku, n'est-ce pas, au nord-est du Japon. Donc il lui répond cela, il est connu donc, et il lui apprend qu'il ne réside pas en permanence en cet endroit désert de la péninsule de Noto. Il n'y vient que 10 jours par mois. Vous voyez, c'est très régulier.
Et pendant cette période, pendant ces 10 jours, il ne mange pas, dit-il. Étonné, Saigyo comprend alors qu'il s'agit du symptôme Kembutsu, que je vous ai mis ici, oui. Alors, il se présente à je vous ai donné les noms des temples, les différents noms du temple auquel est rattaché le Kembutsu Shonin. Et lui, Saigyo se présente à son tour, n'est-ce pas? Et ce passage est très important. Wareoba Saigyo Tonam Mosuni Haberi. Je m'appelle Saigyo, c'est un passage très important puisqu'il est le plus explicite de l'ouvrage où le narrateur se présente comme Saigyo lui-même. Et il a contribué, bien sûr, à répandre la ferme conviction de l'authenticité du Senjusho, comme l'œuvre de ce moine poète. Les meilleures choses ont une fin. Et comme nous dit Saigyo lui-même, il n'avait nulle raison de s'attarder à cet endroit. Et en dépit de ses regrets, vous l'avez ici, il lui demanda des homon, kokoro todomaru homon, voyez, qu'il put garder en mémoire et finit par repartir en larmes. Homon, nous l'avons déjà vu plusieurs fois. C'est un mot très important dans le Senjusho, puisque ça désigne un extrait d'écriture, littéralement un texte dharmique, un texte de loi. C'est un extrait de sutra ou parfois de grands textes, de grands traités que l'on puisse mettre au niveau des sutras, que l'on garde en général, que l'on garde sur soi. Et il n'est pas exclu que justement un recueil le terme de sho du Senjusho désigne aussi un recueil de homon, n'est-ce pas? Un recueil de textes dharmiques. Et l'échange ici repose sur un échange doctrinal de doctrine de la part du Hijiri et de poèmes de la part de Saigyo. C'est un détail important, c'est pour ça que, enfin, pour voir la place du Senjusho dans la tradition littéraire. Il ajoute dans la suite de la narration qu'il ne vit pas le symptôme Kembutsu lors de son départ, mais il fit un détour de 4 jours pour aller les retrouver au Matsushima-dera. Donc à Matsushima, il traverse le nord du Japon en 4 jours, n'est-ce pas? Et il séjourna là-bas 2 mois. C'était probablement évident pour tous ici dès le début, mais Saigyo nous précise qu'effectivement, les 10 premiers jours du mois où il séjourna et donc des 2 mois où il séjourna au Matsushima-dera, le Hijiri disparut comme par enchantement. Kakikeshi, n'est-ce pas? Il a été gommé. Kakikeshi, usetamai nishi niwa. Ce qui signifiait qu'il était très probablement à Noto. Or, nous savons dès le début, donc je pense que tout le monde a compris, n'est-ce pas? Nous savions dès le début que le séjour de l'ermite qui jeûnait en méditant était de 10 jours à Noto. Si nous ajoutons qu'il fallait 4 jours pour l'aller et 4 jours pour le retour, cela fait 8 jours. Donc l'ermite aurait dû s'absenter 18 jours de son temple. Mais il ne reste que 10 jours. Cela ne peut signifier qu'une chose, c'est qu'il a traversé le pays d'est en ouest par des moyens surnaturels. C'est vraiment un Hijiri. Passons sur la fin de l'épisode, dans lequel Saigyo compare son désir de solitude à celui de l'ermite et montre combien il comprend qu'il choisisse de passer le tiers de chaque mois en dehors de la vie communautaire. C'est un leitmotiv de ce livre. Passons aussi sur les traces littéraires de Kembutsu Shonin, dûment relevées par les commentateurs. Et relevons un fait curieux, qui ne semble pas avoir fait l'objet de la sagacité des savants. La notice du Genko Shakusho, donc le recueil de biographie de Kokan Shiren, n'est-ce pas? La notice du Genko Shakusho portant sur Shaku Kembutsu
que les éditeurs du texte de Kasama Shoin ont pris la précaution de nous donner, nous procure des détails intéressants. Je ne vous ai pas tout donné, mais il y est dit d'abord qu'il vécut 12 années en reclus près de Matsushima, année qu'il passa à réciter le Sutra du Lotus, 60 000 fois, dit-on. Enfin, plutôt, il a récité 60 000. Alors, le texte dit Man Rokumanbu, n'est-ce pas? Miteru Rokumanbu. Alors, ça fait quand même beaucoup. Est-ce que ça veut dire, est-ce que l'on compte aussi les chapitres dans le Sutra? Je ne sais pas. Puis est relaté dans la biographie, dans la notice biographique, son transfert d'ermitage à Noto. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'épisode de la visite de Saigyo est relaté en termes très brefs qui corroborent la narration que nous venons de voir. Vous voyez ici, n'est-ce pas? Donc, je vous le donne en Kambun, vous suivrez ma traduction. Kembutsu venait chaque mois y résider, méditait assis, senza, n'est-ce pas, et récitait les sutras. Pendant cette période, il jeûnait, c'est tout à fait ce que nous venons de voir. Le maître de loi Saigyo Hoshi, voyageant dans le nord, dit qu'il l'avait interrogé sur la loi, vous voyez, Homon, et qu'en retour, et alors là ça se présente comme un échange, il lui avait présenté des poèmes. Cela ne peut faire allusion qu'au Senjusho. On précise ensuite qu'il est mort à l'âge de 82 ans. Mais il y a encore un détail intéressant dans le même texte de Kokan Shiren, dans le Genko Shakusho. Après avoir mentionné les récitations du lotus, le texte nous précise qu'il avait obtenu, selon la rumeur, Yoni Iwaku, la purification des 6 facultés sensorielles. Vous voyez, Rokkonjo ou bien Rokkon no Kiyomeru Koto ou Edi. Cette précision prend un relief tout autre si nous la mettons en relation avec les mots Matsugane Arawarete qui s'entendent exactement en ce sens. Ce trait de la géographie est-il indépendant de Saigyo ou bien, puisqu'il est évident que Kokan Shiren avait l'épisode du Senjusho sous les yeux, est-il tiré de ce dernier texte? Évidemment, ce serait intéressant de penser qu'il y avait une troisième source. Nous ne pouvons le savoir, mais il est sûr que le lien entre les deux termes existe. Les deux textes existent, quelle que soit la voie par laquelle chacun des deux narrateurs y est parvenu. Nous ne ferons qu'effleurer le deuxième épisode du livre 3, l'intendant monacal Joen Gobu, qui mérite cependant notre attention tout d'abord pour la façon dont il s'enchaîne avec le premier. Alors que nous venons de voir le rôle symbolique tenu par le sanctuaire et la divinité de Sumiyoshi, nous sommes à présent transportés au sanctuaire même. Là encore, dans cette narration, le début, Suginishi Koro, il y a quelque temps de cela, indique qu'il s'agit d'une narration de Saigyo lui-même. Nous sommes donc maintenant près du sanctuaire de Sumiyoshi, dans la province de Setsu, n'est-ce pas, Setsu no Kuni, donc partie de la préfecture d'Osaka et du département de Hyogo-ken actuel. Saigyo apprend qu'une cérémonie bouddhique, Butsuji, va se tenir chez le prêtre, le kannushi, n'est-ce pas, le shashi, le prêtre du sanctuaire du yashiro, n'est-ce pas, du sanctuaire, donc dans le cadre du sanctuaire shinto de Sumiyoshi. Ayant lui-même affaire dans les environs, n'est-ce pas, le mot furebai, qu'on peut traduire ici par j'ai des contacts, j'ai des choses à faire. C'est un terme qui se retrouve plusieurs fois dans le Senjusho et qui a été utilisé par Saigyo lui-même. Donc, il décide d'y assister dans le désir de nouer une affinité karmique, n'est-ce pas, Ketchi-en, soit avec celui qui fait la cérémonie, soit avec le Bouddha en l'honneur de qui est faite la cérémonie, ou bien simplement pour progresser dans la voie. Ketchi-en est un terme très vague, ici on peut l'entendre de plusieurs façons. Mais qui était le prédicateur, le shodo? On l'écrit le plus souvent, le do est ici michi, mais normalement c'est michibiku, n'est-ce pas? Disons, c'est celui qui fait le sermon, qui assure la cérémonie, qui est au centre du butsuji.
vous souvenez que Butsuji avait fait l'objet d'un développement assez long l'an dernier lors du Wakan, dans notre explication du Wakan no Eishu, puisque c'était une rubrique du Wakan no Eishu. Alors, à première vue, ce Shodo, ce prédicateur, ne paraissait ni très pieux, c'est-à-dire pas très doué, Sashimo, Doshimo, Komori, Towa, Oboezu, Haberiki, n'est-ce pas? Vous voyez que le Komori se rapporte à Towa, Oboezu, Haberiki. Donc, il ne paraissait ni très doué de la pensée d'éveil, ni de grand talent doctrinal ou rhétorique. Sakira Adi. Sakira, c'est un terme qu'affectionne le Senjusho, qu'on trouve vraiment plusieurs fois. Sakira, n'est-ce pas? Il n'avait pas Ra, une sorte de collectif, n'est-ce pas? Il n'avait pas tout ce qui constitue Saki, l'excellence. Donc il n'était pas doué. Il n'y avait autour de lui que mendiants et éclopés, Katawaudo, n'est-ce pas? Katawaudo. Et parmi ceux-ci, il en était un qui n'avait autour de la taille qu'une natte déchirée. Toujours ce thème de la nudité, je ne l'ai pas mis ici. Oui, si. Qui n'avait autour de la taille qu'une natte déchirée, agitant une clochette et demandant l'aumône. Il était muet, Oshin. Il était donc muet. Chacun pourra apprécier l'ironie de cet enchaînement. Après l'échange poétique, placé sous la révélation de la divinité de Sumiyoshi dans le nord lointain, nous sommes à Sumiyoshi même, le haut lieu de la poésie. Mais cette fois, le protagoniste est muet. Et ce n'est pas tout. Ce mendiant a un nom. Ce n'est nul autre que l'intendant monacal. Je traduis. Alors, voyons, je pense que le mot apparaît quelque part. Il me semble que je l'ai bien. Je ne l'ai pas donné. C'est Gubu, n'est-ce pas? Le goût de Sonaeru et Bu de Tatematsuru. Donc c'est un terme bien connu qui indique, on l'appelle Gubu ou Naigubu, c'est, disons, le délégué monacal qui assure les cérémonies officielles dans le palais ou dans la demeure d'un grand noble, n'est-ce pas? Et ce Joen, qui s'écrit avec Shizuka et Madoka, qui était à l'évidence un moine de haut rang du mont Hiei, bien que l'on ne trouve pas de personnages qui lui correspondent parmi les contemporains exacts de Saigyo. Le narrateur n'en croyait pas ses yeux, mais il n'y avait pas moyen de se tromper, c'était bien lui, vous voyez. Ah, excusez-moi, Higame ka Tomideba, n'est-ce pas? C'est pas Mekato. Higame, le caractère Higame, n'est-ce pas, avec Nimben, c'est-à-dire donc une mauvaise vision, une fausse vision. Donc je me demandais si mes yeux me trompaient. Je suis désolé, il y a quelques caractères qui ont échappé. Donc le narrateur n'en croyait pas ses yeux, mais il n'y avait pas moyen de se tromper, c'était bien lui, Sadamete Sorenaru. Désemparé, le pseudo-saigyo, enfin le narrateur, donc plein de tristesse, fend la foule au kunoshito waketsutsu, n'est-ce pas? Ah, Gubu, vous voyez Gubu ici, c'est la deuxième ligne. Gubu, n'est-ce pas? Vous l'avez ici. Donc, et pour rejoindre l'intendant, lequel, l'apercevant, reste calme et sort par le portail, le cadeau, n'est-ce pas, du sanctuaire, pour se diriger vers un endroit plus tranquille. Shizuka naran tokoro ni ikite. Sans doute pour pouvoir parler, justement, tranquillement, sans être entendu de personne, puisqu'il est muet, ne l'oublions pas. Le narrateur va donc à sa suite, Shirizama Nitsuki, Tsukite Makari. Et c'est en un rappel de l'épisode précédent où nous avions vu le rôle des racines de pin, justement, précisément sur des racines de pin, dit le texte, Shitomonaki Matsu no Neni, sur des racines de pin ou à la racine d'un pin, sous un pin où il n'y avait personne, que les deux compagnons peuvent parler. On appréciera la vivacité de l'épisode, de l'action et des descriptions qui sont vraiment dignes d'un roman picaresque espagnol. Et c'est dommage que nous ne puissions en voir que des nouvelles. Toujours est-il que c'est au pied du pin que Joen révèle à Saigyo, après avoir recouvré la parole, donc, que la vie au mont Hiei lui avait tant pesé
qu'il avait choisi une vie d'errance. C'est ce que nous avons ici, n'est-ce pas? Sasurae idetarishi odoni, ou Sasurae, n'est-ce pas? Il a choisi une vie d'errance. Mais plus tard, son esprit d'éveil, dit-il, son doshin, et vous, bon, nous n'avons pas le temps, j'espère que nous y reviendrons un jour, nous reviendrons ici sur les nuances de doshin, qui sont très, très importantes, qui semblent indiquer quelque chose de différent de ce qu'il a mené au monastère, n'est-ce pas? C'est pratiquement le déclic qui le mène dans la vie de vagabond religieux. Mais son esprit d'éveil, donc, s'était quelque peu refroidi, ça m'était, et il eût voulu s'en retourner à son monastère. Mais l'angoisse de faire l'objet de rumeurs, de moqueries que l'on peut imaginer, l'en avait empêché. Voilà pourquoi il était dans l'état actuel, Kakarumi Tokoso Narinore. Mais alors c'est là qu'il y a une sorte de retournement bizarre pour le lecteur. Notre religieux muet devient fort loquace en changeant de sujet. Qu'advient-il, demande-t-il, de son père, l'honorable ministre Omiya no Taishokoku, dont nous aurons tout à l'heure l'identité? Donc, enfin, on le sait déjà à l'époque, puisque ce Omiya no Taishokoku désigne quelqu'un. Pour en savoir davantage à ce sujet, il donne rendez-vous le soir même au narrateur, car, avoue-t-il, je voudrais avoir des nouvelles de la cour. Miya no kotomo kika mahoshiku aberuni. Pour un solitaire, et c'est sur un insistant Kanarazu, ne manquez pas de venir, qu'ils se séparent. Mais comme on pouvait s'y attendre, les choses ne se passent pas aussi simplement. Le narrateur attend avec la plus grande impatience la tombée de la nuit. Shino yamanoha ni katabuku hodo mo osoku oboete. Il m'a semblé que le coucher du soleil arrivait tardivement. Et lorsqu'elle survient, Kururuya Osoki, et donc ce coucher du soleil que j'ai trouvé tard, n'est-ce pas? Enfin, il insiste bien là-dessus. Donc, et lorsqu'elle survient, il se rend à l'endroit convenu, mais il ne voit personne. Tout en songeant que rien n'est pire que les faux espoirs, Kanashisawa Sorada no me nikosoto omoi haberishio, donc il se dit qu'on ne sait jamais, et il reste assis toute la nuit à l'attendre. Iakashi nuredo. Mais en vain, avant de renoncer. Au petit matin, il va se renseigner au village, mais futto miyetamawazu, personne n'a vu le moine, il n'est pas apparu. La conclusion que tire le narrateur de cet épisode est dans la ligne des histoires précédentes. À première vue, n'est-ce pas, les lecteurs naïfs que nous sommes ont une idée différente, mais ce qu'en tire Saigyo est autre chose. Il nous précise tout d'abord que Joen était le fils d'un grand de la cour. Pardon. Donc, Fujiwara no Koremichi, bon, vous regarderez, donc, qui fut Premier ministre en 1160 et qui entra en religion en 1165 pour mourir la même année, ce qui n'est pas étonnant. Souvent, lorsque les gens tombaient très malades, ils entraient en religion. Ces précisions nous servent peu, car les commentateurs nous révèlent que l'on n'arrive pas à faire correspondre les données sur les deux personnages, Joen Kubu que nous connaissons et Koremichi. Enfin, Joen que nous connaissons et Koremichi. Mais nous, on comprend que cela n'a que peu d'importance pour notre narration. Ce qui importe, c'est la conclusion que tire le narrateur. Il nous rapporte que l'on disait à son sujet, au sujet de Joen, que dès son enfance, il désirait fuir le monde et qu'il recherchait toujours l'endroit propice à cet effet. Il était finalement parvenu à ses fins et avait complètement renoncé au monde, ce qui est le leitmotiv de ce recueil. Éminemment honorable, certes, Tautoku Haberi, et cette conduite éminemment honorable que Saigyo met à l'aune de la sienne propre lui fait admirer l'extraordinaire moyen qu'a choisi Joen de se faire passer pour muet. Tant le monde qu'il avait choisi d'abandonner lui semblait encore insupportable.
Nous voyons comment dans cet épisode qui prend le contre-pied du précédent, la révélation se fait de façon complètement négative. Car si nous suivons en toute innocence la narration jusqu'au rendez-vous manqué au pied du pain, l'impression que nous retirons du renoncement au monde de l'intendant monacal est pour le moins sceptique. Pseudo-mendiant, pseudo-muet, pseudo-infirme, dont la seule préoccupation, en voyant son ancien confrère, est d'avoir des nouvelles de la cour. S'il était revenu le soir, nous aurions vu se confirmer tous les soupçons légitimes que l'on pouvait avoir à son encontre. Mais, et c'est là que se produit la révélation, il ne vient pas. Le narrateur a beau ensuite s'enquérir de lui, nul ne l'a revu. Et nous comprenons ainsi qu'en choisissant de sortir du silence de sa méditation intérieure pour relater au narrateur un faux état d'esprit, il n'a en réalité nulle intention de retourner au mont Hiei, pas plus qu'il ne veut avoir des nouvelles de la cour. Il démontre la fausseté intrinsèque du discours mondain. Saigyo ne s'y trompe pas. Il a compris la leçon du mutisme et de la disparition en contrepoint aux fausses interrogations mondaines. Et il en loue le caractère extraordinaire jusqu'à l'absurde de ce moyen, n'est-ce pas, Wadi Nasa, c'est-à-dire extraordinaire dans le bon ou le mauvais sens. L'épisode se termine par une digression de Saigyo sur des exemples chinois et japonais de la même veine sur lesquels nous n'avons pas le temps de nous attarder. Un moine chinois qui se fait passer pour berger et un moine japonais qui faisait aussi le muet. Nous ne pouvons encore une fois que relever l'habileté de l'enchaînement des deux épisodes. Après le sumiyoshi de l'esprit, nous sommes au vrai sumiyoshi, mais nul poème n'est proféré en ce lieu. La révélation, le jigen, se fait par la disparition. L'oracle du dieu, le taksem poétique auquel nous sommes habitués, est remplacé ici par un silence mutique, qui n'est brisé que pour désorienter et tromper le lecteur crédule. Fort heureusement, le commentaire de Saigyo nous remet sur le droit chemin. Remarquons cependant que ce n'est que grâce à ce seul commentaire que nous n'interprétons pas la description de Joen Gubu comme une caricature. Est-ce l'évocation de la foule des mendiants et des infirmes à Sumiyoshi qui est alors à l'origine de l'association d'idées par laquelle le rédacteur est parvenu à cette troisième histoire? Toujours est-il qu'elle nous emmène dans un milieu qui entretient des liens particuliers, quoique paradoxaux, avec le bouddhisme, le monde des courtisanes. Oui, ça c'était la phrase où vous avez à la fin le wari nasayo, n'est-ce pas? Oshinomane o seishi tamauran koto no wari nasayo. Alors, pour ce qui est de ce milieu des courtisanes, je ne peux encore une fois que vous renvoyer à ce livre délicieux de Jacqueline Pigeot, Femmes galantes et femmes artistes dans le Japon ancien, où vous avez tout un chapitre consacré aux relations particulières, mais pas seulement à celles auxquelles on pourrait penser, entre les courtisanes et les moines, n'est-ce pas, qui sont vraiment une relation qui est toujours à voir au second degré, avec un motif religieux derrière. La protagoniste en est une ancienne courtisane. Vous avez ici les caractères, n'est-ce pas? Donc la protagoniste en est une ancienne courtisane, Yujo, qui avait, vous avez tous les caractères ici, qui avait officié à Muro. Alors Muro, c'est l'abréviation de Murozu, la ville de Murotsu, qui est une ville de la province de Harima, Harima no Kuni, qui est le Hyogoken actuel. C'était un port donc de la mer intérieure du Japon, et qui était un port actif commerçant qui avait donné naissance, comme cela arrive souvent avec les ports, n'est-ce pas, à un quartier de plaisir florissant. Et donc, alors là aussi, dans la narration, il y a toujours ce petit décalage entre le début, le développement et la fin qui rappelle le début. Donc, dès le début, il est dit que cette femme avait, cette Yujo, cette courtisane, avait Iori o musubite okonau ama haberu. C'était donc une nonne, n'est-ce pas, qui avait bâti son ermitage à Takenooka,
dans la région, au lieu de dit Takenooka, qui n'est pas très loin de Murozu. Et on vous indique après, Moto wa Muro no yujo ni te haberikeru ga. Donc, elle était ermite, donc ama, n'oubliez pas le mot ama est important ici. Or, nous dit l'histoire, du temps qu'elle était courtisane à Muro, elle avait belle allure, c'est pas Mime-sama nadomo ashikaraza rikeru niya, et sans doute pour cela, elle était fort distinguée, et c'est sans doute pour cela qu'il s'était attiré les faveurs d'un illustre personnage que nous avons ici nommé, n'est-ce pas, Daigo no Chunagon. Alors, on peut le lire Akimoto ou Kenki. Akimoto, nous verrons tout à l'heure que son nom apparaît dans d'autres textes, et on le lit à la chinoise Kenki au lieu de Akimoto. Donc, ce conseiller médian de la famille Minamoto et Daigo Genji, n'est-ce pas, l'une des branches de la famille Minamoto, donc s'était intéressé à elle, ce qui lui avait valu de monter à la capitale et de résider auprès de lui. Mais au bout d'un an, le courtisan, il est mort en 1074, mais dès 1036, il était entré en religion, cet Akimoto. Alors, on peut penser, enfin, nous espérons que c'était avant 1036, mais vous verrez que son parcours religieux compte aussi dans l'histoire. Donc, au bout d'un an, Hitotose no Hodo, il s'était lassé d'elle et elle était revenue à Muro. Mais elle avait renoncé à son état précédent, Matamo Yujo no Furumai Nado, Shi Haberazari Keru Tokaya. Elle était rentrée à Muro, mais plus comme courtisane de toute façon. Or, un jour, vint à passer près du rivage où elle demeurait un bateau qui se retournait de province. Saikoku, je ne sais pas si. Oui, ce n'est pas. Donc, Saikoku, Nishinokuni, qui désigne aussi peut-être ici simplement l'île de Shikoku, n'est-ce pas, vers la capitale, et à bord duquel se trouvaient des gens de la maison de Akimoto, du conseiller médian. Elle le sait parce qu'il y a certainement des monts qui ornent le bateau et sur les habits des gens. Elle découpa aussitôt une feuille de papier, kami-okirite, qu'elle enveloppa dans un papier de grand prix, toujours ce souci, n'est-ce pas, du détail esthétique raffiné que l'on retrouve jusqu'à Saikaku. Les courtisanes ermites ont toujours quelque chose qui montre qu'elles viennent d'un milieu qui n'est pas celui qui n'est pas le milieu désolé et érémitique que l'on a sous les yeux. Et, alors je ne sais pas de quelle façon elle l'a plié, mais elle jeta le papier, donc l'enveloppe vers le bateau, non sans y avoir écrit le poème suivant, Tsukimosezu, Uki o mirume no kanashisa ni, ama to narite mo sodezo kawakana. Tout à la tristesse du désolant spectacle qui jamais ne s'épuise, même plongé en l'état de nonne, excusez-moi, vous voyez, donc même plongé en l'état de nonne, ma manche point ne se sèche. Bien sûr, chacun l'aura compris, nous retrouvons ici le jeu de mots intentionnel cette fois que nous avions déjà vu dans l'élégie de Issei, de la dame d'Issei, qui avait dans l'un des premiers textes, n'est-ce pas, là aussi c'était un premier détournement d'une élégie très célèbre de Issei, qui pleurait la mort d'une grande dame de la cour et où elle parlait de nonne. Et c'était le narrateur du Senjusho qui faisait semblant. Elle parlait de plongeuse, n'est-ce pas, de pêcheuse, je dirais, pas de pêcheresse. Mais le narrateur faisait semblant de comprendre le mot ama au sens de nonne. Ici, nous jouons consciemment sur les deux mots.
Remarquons aussi le jeu de mots bien connu sur midume, n'est-ce pas, les yeux qui voient, donc qui indique la rencontre, et aussi une plante aquatique connue sous le nom peu poétique, enfin quand on le prononce à la française, de Codium mucronatum, que vont cueillir les plongeuses et dont je vous donne ce que j'ai trouvé ici dans le texte. Alors évidemment, peut-être que lorsque je dis ma manche point ne se sèche, on peut aussi trouver un jeu de mots sur un produit aquatique qui pourrait rendre le midume d'une façon, mais malheureusement en français ça ne fait qu'un calembour, n'est-ce pas, sur Ika et sèche. Toujours est-il que par ce poème, la nonne confesse qu'elle est encore bien loin d'être arrivée au repos de l'esprit. Mais le fait même d'avoir jeté ce poème d'aveu, si nous suivons le texte, la libère. En effet, elle prend pleinement sa décision. Elle prend pleinement sa décision. Hitasura omoi torite. Et se confectionne tant bien que mal une cabane et parvient à purifier sa pensée. On voyait encore omoi sumashite haberi keru nari. Vous voyez encore le sumu qui continue, donc qui est vraiment dans la suite des premières narrations. Le sumiyoshi imprègne toute l'histoire. Le conseiller médian, quant à lui, à qui bien sûr le poème est apporté, lorsqu'on lui fit parvenir, pleura à chaudes larmes. Ame shizuku to naki kogare tamaikeru nado. Cela se passait bien avant Saigyo. Il est dit d'ailleurs Mukashi. Mais le rapport avec Saigyo, c'est que lui se rendit sur l'emplacement de l'ermitage. La nonne y avait assuré sa bonne renaissance et l'endroit avait par la suite attiré les fidèles. Et Saigyo admire qu'une simple femme, Kanawanu onna no kokoro nite, ait eu la volonté de vivre ainsi à l'écart et se demande même naïvement comment elle se débrouillait pour sa nourriture. Le dernier paragraphe rappelle que le conseiller médian, lui aussi entré en religion, donc c'est en 1036, donc on pourrait penser que cela se passait avant 1036, s'était consacré au Nembutsu, et l'épisode, dans le Senjusho, finit sur une image digne d'un film américain, peut-être, n'est-ce pas, Imawa Mata, Mutsumashiki Shinsho no Bosatsu nado nite, nite koso, imaso karurame to omowarete. Peut-être sont-ils tous deux réunis en tant que bodhisattva nouvellement apparus dans la terre pure d'Amida. Ce qui fait montre d'un certain laxisme doctrinal, mais d'une charmante imagination. Bien que, ainsi que nous l'avons dit, il n'est pas dans notre intention de comparer les épisodes du Senjusho avec les deux recueils auxquels nous l'avons rattaché, vous savez, le Kenkyo no Tomo et avant le Hoshinshu, il est malgré tout très significatif d'évoquer comment ce même épisode est relaté dans le Kankyo no Tomo, les amis de la vie solitaire. Nous y suivons bien la conversion, donc un texte qui est daté de 1222, n'est-ce pas? Et rappelons-nous que le Senjusho date des environs de 1240-1250. Nous y suivons bien la conversion de la personne en question, Muro no Yujo, qui est désignée de la même façon. Mais celle-ci a une mère dont elle doit s'occuper. Cette mère finit par mourir, ce qui la rend libre de se consacrer à la pratique religieuse. Elle a aussi été abandonnée par le même Akimoto qui est du Kenki dans le Kankyo no Tomo. Mais elle doit auparavant s'occuper de ses funérailles et donc ainsi d'assurer ses devoirs de filiaux, n'est-ce pas, de piété filiale. C'est alors que survient l'épisode du bateau aussi, mais les circonstances sont cette fois toutes différentes. Reconnaissant l'embarcation, elle y monte, accompagnée d'une suivante. Cela provoque l'étonnement du batelier, du capitaine, je ne sais pas comment l'appeler, ce n'est pas le skipper, Nushi, dit le texte, qui lui demande si elle sait bien à qui appartient la nef, ce à quoi elle répond qu'elle le sait et que cela ne devrait pas faire de problème. Je traduis de façon un peu moderne parce que c'est le ton de l'échange. Shiritaru nari, nadote kawa kurushikaru beki. Au petit matin, le Nushi lui remet... Alors, on se demande ce qui s'est passé, mais on peut le deviner. Au petit matin, donc, le Nushi, le capitaine, lui remet 50 pièces. 50 pièces dont on ne sait quoi d'ailleurs. C'est d'ailleurs un petit problème, une question économique débattue par les commentateurs.
donc goju, n'est-ce pas? Et elle les utilise aussitôt, ces 50 pièces, pour les funérailles. Donc vous voyez que c'est tout à fait différent. Le marinier, au retour, relate l'affaire au conseiller médian, qui s'extasie sur la grandeur d'âme de la femme. Et il reproche en pleurant au capitaine d'avoir été trop chiche. Il aurait dû lui donner 100 pièces. Pas de poème. On voit par ce rappel du Kankyo no Tomo à quel point nous sommes ici dans un univers différent dans le Senjusho et quel est le rôle de la poésie. Elle est à la fois reconnaissance du monde, moyen de confession, mais aussi moyen de libération de la pensée des passions qui la recouvraient. Il semble que cet exemple suffise à démontrer que le rédacteur du Senjusho, qui s'est placé sous la protection poétique de Saigyo, accorde à la poésie un rôle tout autre que les recueils antérieurs. Il s'agit d'un véritable instrument de libération. Le temps nous manque pour relater en détail les circonstances du 4e poème. Il y en a 4 simplement dans ce livre, qui apparaît au 6e épisode, et le 22e épisode en continu. De plus, le récit comporte des éléments que nous avons déjà vus. Le protagoniste en est un religieux de haut rang, n'est-ce pas, un hoin, un sceau de loi, donc le rang supérieur des grades monastiques, du temple appelé Mimurotoji, que vous avez dans le premier paragraphe ici. Donc, du nom de. Il s'appelle Ryumyo, moine érudit de l'école Tendai. Alors qu'il se trouvait à Akashi, en Harima, encore nous ne sommes pas très loin, n'est-ce pas, de la région de Kobe, il aperçut un religieux errant, hagard, mendiant sa nourriture entièrement nue, aka hadaka nite. C'est une situation que nous connaissons bien, n'est-ce pas? Nous l'avions vu dès le premier épisode. Il était entouré de toutes parts d'une nuée de curieux qui se moquaient de lui. Et quelle n'est pas sa surprise, et d'ailleurs elle est décrite presque dans les mêmes termes que tout à l'heure, avec Higame, n'est-ce pas, Higameka Tomoi, de reconnaître un illustre moine du nom de Honichi, c'est au deuxième paragraphe ici, du grand monastère du Kiyomizu-dera de Kyoto. Le Kiyomizu-dera, donc, qui est célèbre qui est un monastère du Hossoshu et qui transmet aussi des doctrines ésotériques. C'est un monastère savant, vraiment, un gakumonji, je pourrais dire. Donc, Ryumyo est désemparé et s'approche de lui afin de lui demander ce qui s'est passé. Mais le saint homme, qu'on appelle cette fois Shōnin, n'est-ce pas, Shō écrit avec Hijiri, lui rétorque en souriant, Hoho emite. Je suis réellement frappé de démence. Makotoni, mononi kuroi haberu nari. Et il s'enfuit en courant. Il disparut dans un bosquet et il fut impossible de le retrouver. Ryumyo fit une brève enquête, mais les gens de l'endroit ne savaient rien de lui. Ils lui indiquèrent seulement que le religieux était arrivé une vingtaine de jours auparavant. S'ensuit une longue digression de Saigyo sur le religieux et l'aspect éclairé de sa folie, qu'il interprète comme un moyen de détourner de soi le regard du monde. Vous voyez, c'est un hoben, ce n'est pas une folie, ce n'est pas senti comme une folie religieuse, c'est un moyen de s'écarter des gens. Survient ici, comme une conclusion, la citation d'un poème qui est encore une fois un détournement. Le texte nous dit lui-même qu'il se trouve dans le Shuishu, donc un recueil alors il y a bon, je prends ici cette attribution au Shuishu, donc un recueil qui date du tout début du XIe siècle, n'est-ce pas, entre 1005 et 1011. C'est le 3e recueil impérial, mais qu'il est attribué à un moine, un autre moine, du nom de Ensho Shoin. En Maru, Madoka, n'est-ce pas, et Matsu Sho, le pain. Mais le narrateur corrige le rédacteur du Shuishu et dit « ce n'est pas Ensho, c'est Honichi ». Et ça lui permet de détourner le poème. Alors, ce poème est anodin d'apparence. Il est aussi cité dans le Hoshinshu, et dans la traduction de Jacqueline Pigeot, donc c'est page 264. Je modifie très légèrement la traduction pour l'adapter au contexte ici, n'est-ce pas? Alors voici ce poème. Akenu nari, kamo no kawara ni chidori naku, kyou mo hakanaku, kuremu tozo suru. Akenu nari, le jour vient de se lever. Sur la grève de la Kamo,
le pluvier se met à crier. Chidori naku. Akenu nari chidori naku. Le pluvier se met à crier. Le jour du... Excusez-moi, j'ai fait une miniardise, mais je ne voulais pas que les vers soient trop longs. Le jour d'huile encore si périssable ira à son terme. Curieusement, le Senjusho, donc notre texte, nous présente ce poème comme une forme de préscience. Et ce que je donne ici. Dès le point du jour, le jour est destiné à tomber en vain. C'est ce qu'il sait à l'avance par sa méditation. L'ermite fou, n'est-ce pas? L'ermite fou sait que chaque jour est destiné à être hakanai, n'est-ce pas? Hakanaku. Hakanaku kurenu beki. Donc, il n'y a pas de raison d'y attacher d'importance. Alors que le Hoshinshu ne présente ce poème que comme le premier de 3 poèmes qui règlent la journée de Honichi, donc ce sont des poèmes programmatifs, n'est-ce pas? Le matin, je fais ci, le midi, je fais cela, le soir, je fais cela. Et d'ailleurs, dans le Hoshinshu, la pratique de Honichi est décrite comme la récitation des poèmes. Notre texte, le Senjusho, insère la même pièce dans le contexte de sa folie apparente, qui provient de la nécessité de ne se mêler en rien aux affaires du monde, dont on sait par avance qu'elles seront vaines. Nous voyons ici comment le Senjusho refuse consciemment de suivre ses prédécesseurs sur la voie tracée par leur narration. Et même là où l'on s'attendrait à une rencontre sur le terrain de la poésie, nous voyons le même poème détourné dans un sens imprévisible. J'espère que, comme moi, vous attendez avec impatience la suite de ces épisodes qui seront certainement tout aussi intéressantes. Enfin, moi, je les trouve intéressantes. J'espère que cela ne vous a pas trop ennuyé et je vous remercie pour aujourd'hui.